De vous savoir très très nombreux en ce moment, messieurs et dames, de presque partout. Vous êtes en train de regarder la mer de la télévision Isango Star, mettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission Connexion Grand Lac. Connexion Grand Lac est une émission qui vous parvient 5 fois par semaine, du lundi au vendredi à partir de 15h, avec votre humble serviteur Hamza Djigblou Bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau. Voilà, c'est bien moi. Devant les caméras. Derrière les caméras, nous sommes aidés par Tonto Olivier Baganizi et de l'autre côté de la belle vitrine. Sans doute, nous sommes accompagnés techniquement par Missia, Papa Emmanuel et les Busis Gratos. Voilà, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi et bien évidemment par la grande team de l'émission Connexion Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 9 décembre 2020, quelques jours, peu de jours bien évidemment, nous séparent de la fin de cette année 2020, une année qui a vraiment laissé un exploit, oui, comprenez bien, suite à cette naissance de la pandémie de Covid-19 et vice-versa. Beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au quotidien, mais quand même, nous remercions Dieu pour le souffle de vie qu'il cesse de nous accorder du jour au lendemain. Nous sommes suivis de presque partout dans le monde. Que vous soyez au Congo-Kinshasa, que vous soyez au Burundi, que vous soyez au Cameroun et que vous soyez également au Gabon. Merci beaucoup. Pourquoi pas vous qui êtes en train de nous suivre en Côte d'Ivoire à ce moment. Comprenez bien que vous êtes bel et bien sur la meilleure de la télévision Isango Star. Alors, nous sommes en train de dire un coucou très très puissant à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices qui nous suivent de presque partout dans les coins et dans les recoins de la ville de Kigali. Nous vous souhaitons la bienvenue, le bienvenu à tout le monde dans cette émission Connexion Grand Lac. Et comme je vous l'ai bien promis depuis le lundi, qu'aujourd'hui, on aura cette chance et ce plaisir, pourquoi pas cette opportunité d'accueillir un invité de marque dans ce beau cadre. Mais avant que je vous présente mon invité, messieurs et dames, vous les connaissez déjà très bien. Il n'est plus même à présenter ici. Il est passé par ici il y a de cela quelques mois. On avait fait avec lui une très très belle émission. Et alors, aujourd'hui, encore une fois de plus, on lui a invité pour qu'elle puisse, encore une fois de plus, nous aider ou bien nous éclaircir par rapport à ses potentialités. Il est talentueux, bourré du talent, bien évidemment, comme je vous l'ai toujours dit dans cette émission. Mais avant de vous les présenter notre invité, laisse-moi faire un petit briefing sur sa bio. Vous les connaissez peut-être très bien plus que moi. Vous faites justement semblant. Je parie, messieurs et dames. Alors, il se nomme tout simplement Tanning, son nom là, quelquefois ce nom est tellement difficile à prononcer, mais vous allez m'excuser, il va les corriger après. Taningui Sirikisoro est un Ivoirien, comme je vous ai dit bien que nous sommes suivis même en Côte d'Ivoire, dans la capitale Abidjan, où je suis en train de faire un grand big up à une concert journaliste depuis l'Abidjan. Elle nous a dit qu'elle sera scotchée en ce moment, en train de regarder Isango Star suite ou bien grâce à notre collaboration avec les HD de Canal+. Nous sommes la chaîne 386, bien évidemment. Un écrivain, oui. Comme je vous ai dit que cette émission, elle est là pour la promotion de jeunes talentueux et pourquoi pas pour la promotion de la langue française ici au Rwanda. Elle est l'unique, bien évidemment, vous pouvez, même si nous sommes sur la chaîne privée, mais quand même, comprenez bien qu'elle aide à la promotion de la langue française. Économiste également, entrepreneur. Un jeune entrepreneur bourré du talent, comme je l'ai bien dit dès le départ de cette émission, diplômé en leadership. Vous voyez, à l'Université internationale Business et Trade, in English, bien évidemment, humaniste et encore une fois de plus humoriste. Moi, j'augmente pour ceux que je les connais bien. Il est compté parmi les membres exécutifs des fondateurs de plusieurs organisations à fort impact sur les continents africains et dans le monde. Salut Tonto. Bonjour monsieur Hamza Djigblou. Man, tu n'as pas corona? Parce que là, tu me salis comme non, ça. Pas du tout, ne vous inquiétez pas. Comment tu vas, man? Très bien, super bien. Ça va? Super bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Peut-être il y aura une petite rectification avant qu'on continue l'émission. Par rapport au nom, parce que les noms là,
quelquefois, il est difficile à prononcer. Vous allez m'excuser, chers Ivoiriens. Alors, Effectivement, c'est un nom qui vient tout droit de la Côte d'Ivoire, du Nord précisément, qui signifie le sage. Donc c'est Taningui Siriki Soro. Il est écrivain, jeune entrepreneur, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Il est humaniste et bientôt diplômé en International Business and Trade de l'African Leadership University, qui est une université panafricaine ici au Rwanda. D'accord, voilà. Il a fait lui-même la brève présentation. Alors, comment ça va? Ça va? Très bien, très bien. Ça marche? Très bien. Oui, ça faisait vraiment un bail que tu ne t'es pas présenté dans ce beau plateau du Isango Star. Quel changement qui était trouvé? Quelle est la nouvelle impression? Je constate que le plateau il est toujours artistiquement très beau, très bien animé et puis avec toujours un présentateur bien évidemment. Aussi bon point. D'accord. Alors, messieurs et dames, nous sommes ici avec un ami, un confrère, un frère, bien évidemment, de toutes les façons. Alors, Tani, moi je préfère Siriki Soro. Essayez un peu de nous parler. Aujourd'hui, comprenez bien, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, si vous venez à peine de ces jeunes entre nous, comprenez bien qu'aujourd'hui, nous allons parler du progrès des œuvres littéraires à venir du camp de programme de leadership africain sur la domination de la pandémie de Covid-19. Alors, nous avons un leadership ici, omniprésent dans ce beau cadre du Isango Star. Alors, il va essayer un petit peu de nous parlementer sur la domination de la pandémie de Covid-19. Mais avant qu'on puisse entamer une autre thématique de Today, il serait mieux qu'il puisse d'abord nous parlementer un petit peu sur comment dire, sur votre parcours scolaire. Merci, c'est une très belle question. Oui, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire et vos choix d'études éventuels. C'est ça ma toute première question avant d'entamer bien évidemment la thématique de Today. Super, super. Merci bien pour cette question, comme je le disais tantôt. Et je salue également vos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Taningui Siriki Soro, il est d'origine ivoirienne. D'abord, il démarre l'école primaire dans une école de Bingerville, qui est une commune d'Abidjan. Donc, brillant élève, si je peux me le permettre de le dire, ça m'enorgueillit. Brillant élève, il rentre après l'école primaire au lycée des garçons de Bingerville avec une bourse. Il finit, il a eu le BPC là-bas, il entame après un baccalauréat en série littéraire. Il le détient d'abord un candidat libre, candidat indépendant. Et à la suite, il en prévoyait un voyage sur l'Afrique du Sud qui malheureusement n'avait pas pris. Et je suis retourné pour faire le bac en candidat officiel et je l'ai encore obtenu. Donc j'ai obtenu 2 bacs de séries différentes. Un en candidat libre et un en candidat officiel. En résumé, c'est un peu ça, Taningui Siriki Soro. Et je salue au passage mes différents professeurs depuis le lycée des garçons qui m'ont inculqué leur savoir. D'accord, merci beaucoup Taningui Soro. Nous revoici encore là, messieurs et dames. Alors, la première question, après justement que vous puissiez nous parler de votre parcours scolaire. Alors, on aimerait bien savoir, en parlant du leadership africain, que peut-on comprendre du leadership africain, étant que des personnes ignorantes par rapport à cette thématique? Alors, vous êtes mieux placé pour nous parlementer un petit peu du leadership africain. À quoi ça sert? C'est encore une très belle question et je vous remercie au passage parce que vous, ici à Isango Star TV, vous posez de très belles questions. Merci beaucoup. D'abord, le leadership, nous allons le constituer dans le 21e siècle. Parce que le leadership, on le constatait plus aux États-Unis et puis c'est un mot dérivé même de l'anglais. Oui, leadership. Qui à son origine veut dire lead, quelqu'un qui prend la tête, qui dirige un mouvement. Donc c'est diriger un ensemble ou bien un groupe de personnes d'un point A à un point B avec des objectifs précis. Dans le contexte africain, je pense qu'il est plus vu au niveau panafricain,
au niveau panafricain avec les différents révolutionnaires tels que Thomas Sankara. Ouais. Thomas Sankara, nous avons Kwame Nkrumah, des grands révolutionnaires qui ont fait rayonner l'Afrique à travers leurs belles idées que nous devons aujourd'hui encore pérenniser afin que les futures générations puissent savoir que l'Afrique a toujours existé dans l'histoire. Ouais. Et il y a même, comment dire ça, l'histoire raconte même que le plus riche homme même de tout du monde, jusqu'à la fin des temps, c'est un Africain du nom de Massa Moussa qui est d'origine mandingue. Et je vais raconter ici une anecdote. On dit quoi, celui qui ne raconte pas l'histoire, il s'oblige à adopter celle qu'on va lui raconter. Bien évidemment. Ouais. Donc il faut aller chercher, il faut aller fouiller dans l'histoire parce que tout ce que nous lisons à travers les livres occidentaux les romans, et autres, il faut avoir un esprit critique pour mieux comprendre les choses. Donc il faut sortir de sa zone de confort, aller à la recherche de la connaissance. C'est cela que je peux dire, nous avons à militer dans ce sens au niveau du leadership africain en ce 21e siècle. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements et pour cette belle réponse par rapport à ma petite question. La seconde question, j'ai oublié un truc et là, c'est mes téléspectateurs qui commencent à me le rappeler. Que non, quand on est dans cette émission, on a un petit peu changé la donne. On essaie justement de prêter serment, tu vois? Ah bon? Parce que tu es censé répondre à toutes les questions qu'on est censé te poser. Mais ce n'est pas encore trop tard comme on est encore au début de l'émission. S'il vous plaît, avec tous les plaisirs et tout l'honneur que je vous dois, j'aimerais bien que vous puissiez justement prêter serment afin de nous être utiles. Hein? Je peux le dire ainsi, permettez-moi les termes, en répondant à toutes nos questions. Alors, c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Et tu les jures bien évidemment devant nos téléspectateurs que tu vas répondre à toutes les questions. Alors, dis-les en levant justement la main comme ça. D'accord. Alors. Donc, je sous-signe M. Tanmigi Siriki Soro de répondre à toutes les questions que le présentateur, M. Hamza Djiblou, voudra bien me poser sur ce plateau. Merci beaucoup, voilà, c'est ça. Alors, la deuxième question serait de savoir, Tonto Siriki, étant que professionnel dans le domaine d'entrepreneuriat et de l'organisation, ici récemment, vous avez contribué à l'organisation d'un événement riche sur le continent africain. Alors, on aimerait bien savoir sur le continent, l'événement était dénommé les camps des programmes de leadership africain. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cette organisation qui s'est bien évidemment terminée il y a quelques mois? Je suis très heureux de savoir que je suis suivi un peu de partout parce que le camp des programmes de leadership africain a pris effectivement fin le 21 novembre dernier, qui a eu lieu en une semaine du 21 au 27 novembre. Donc, pour parler un peu du camp des programmes de leadership africain, moi... Et je signale encore une fois de plus que vous faites partie parmi les organisateurs de cet événement africain qui a regroupé presque tous les pays d'Afrique. Tout à fait. Alors, quel est votre secret? Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Le seul secret, c'est être toujours dans le dynamisme. Partout où on parle de leadership, partout où on parle de l'Afrique, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de quelque chose pour se développer, il faut toujours s'y impliquer. Donc c'est un peu ça mon secret. C'est pas vraiment un secret, mais c'est juste peut-être une petite recette. Au-delà de ça, c'est l'entrepreneuriat aussi qui m'importe parce qu'aujourd'hui on réalise qu'en Afrique, la plupart des jeunes sont formés, mais après la formation, il n'y a pas vraiment de perspective au niveau de l'emploi. Donc quand même, il faudrait être capable d'entreprendre par soi-même. Comme le disaient les anciens philosophes, tout animal appartenant à une société, il doit forcément appartenir, comme on dit ça, il doit pouvoir être capable de se développer intellectuellement, spirituellement et en tout ce qui concerne comment est-ce qu'il pourra se développer dans cette société. Donc ça c'est la philosophie alors ça. Et après le camp des programmes du leadership africain, j'ai été approché par certains confrères depuis le Togo. Et j'ai appliqué avec mon CV, ils m'ont retenu bien évidemment. Le promoteur, il se nomme M. Brice Tchamga, il m'a invité à participer à son
à cet événement qui s'appelle le camp des programmes du leadership africain, qui regroupait près de 18 pays d'Afrique et certaines personnalités de la diaspora. Et malgré cette période de la Covid-19, oui, c'est ça, nous avons pu braver les entraves liées à la fermeture des frontières et autres. Et nous avons tenu cet événement en ligne. Donc c'est aussi quelque part une manière de prôner le leadership africain. Il ne faut pas toujours attendre de consommer pour les autres, mais il faut être capable d'inventer nos propres technologies ou bien nos propres débats avec le contexte africain. D'accord, je reste toujours dans ce même point concernant la réussite. Alors, elle a été satisfaisante, son biais, il y a eu quelques compromis, je ne sais pas trop. Alors, récemment, il y avait des réussites que vous attendiez de plus par rapport à l'organisation, vu que la pandémie de Covid-19 n'a pas pu comment dirais-je mon Dieu, n'a pas pu vous laisser la tâche facile. Alors, vous avez pu réussir à atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés? Effectivement, ça a été difficile, on a eu des obstacles et c'est en cela aussi un leader il se reconnaît face aux obstacles. Quelles sont les solutions, quelles sont les solutions que vous proposez? Donc nous avons connu des obstacles et nous avons apporté des solutions. Ces solutions-là ont marché et nous en sommes très reconnaissants vis-à-vis de Dieu et puis vis-à-vis des personnes qui nous ont accueillis les bras ouverts. Donc il y avait la pandémie d'abord, il y avait au niveau financier parce qu'il fallait quand même être capable de pouvoir avoir la connexion Internet dans tous les pays. Il y avait des différents obstacles, il y avait le niveau financier, il y avait la Covid-19 et plein d'autres obstacles, mais nous avons pu braver et nous avons tenu cet événement en ligne à travers l'application Zoom qui a eu près de 10 000 viewers. Certaines personnes qui nous ont suivis, c'est-à-dire les personnes qui nous ont suivis, donc nous avons eu près de 10 000 personnes qui nous ont suivis. Et au niveau des participants, nous étions près de 6 000 participants. 6 000 participants contre 10 000 personnes qui nous suivaient sur les plateformes en ligne. Ah, c'était une réussite alors. Tout à fait. On peut la conclure comme ça. D'accord, on continue avec cette émission, messieurs et dames. Alors, parlons maintenant du coronavirus, cette pandémie qui ne cesse de nous surprendre du jour au lendemain. Alors, comment la littérature, étant qu'un écrivain, comment la littérature peut-elle traduire cet événement, le coronavirus? J'aime aborder le monde en deux sens. Ouais. Le monde, il est construit d'abord dans un sens mathématique et dans un sens, je vais dire, littéraire. Ah, d'accord. Pour être un homme accompli dans ce monde, il faut être capable de se maintenir dans l'équilibre des deux mondes, entre le monde mathématique et le monde littéraire. Au niveau de la littérature, comment est-ce que la littérature pourrait contribuer à cette pandémie de la Covid-19? Il faut dire qu'il y a un philosophe qui disait que pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. Parce que les événements de ce monde sont tout le temps liés aux événements qui les ont précédés. Wow. Donc c'est pour dire que pour quelqu'un qui connaissait déjà le passé, cette pandémie ne devrait pas nous surprendre. Parce que, oui. Donc pour dire que vous les écrivains, vous attendiez à ça? Quelque part oui, parce que pour ceux qui lisent, pour ceux qui découvrent les choses, il faut savoir qu'il y a plusieurs livres qui ont été déjà écrits là-dessus. Comme le Dark Eyes. C'est des livres que moi j'avais déjà lus. Donc quand il est venu, j'ai pas été surpris du tout. Ah, wow. J'ai pas du tout été surpris. Toi, tu étais bien préparé plus que les autres. Mais c'était comment apporter des solutions. Parce qu'on fait face maintenant à la situation. Maintenant, comment apporter des solutions? Donc, vous étiez face à la problématique. Exactement. Qui était là pour finir le monde, je peux le dire ainsi. Exactement. Pour détruire tout ce qu'il trouve. Exactement. Donc, on faisait face déjà à l'événement, donc il fallait y apporter des solutions. Et nous avons essayé plus ou moins avec les différents chefs d'État de partout dans le monde de contribuer un peu avec des mesures barrières telles que se laver les mains, ne pas se saluer dans la main, porter le masque, le port du masque, tout ça. C'est des choses qui ont contribué à, à atténuer la situation, pour ne pas que nous puissions la voir un peu plus grave. D'accord, merci beaucoup. Alors,
Nous sommes toujours dans l'émission Connexion Galac, messieurs et dames. Comprenez bien, si vous venez à peine de ces jeunes droits, nous sommes avec Seve Kisoro, un écrivain, un entrepreneur en futur leadership du continent africain, omniprésent, bien habillé, comme vous pouvez le constater devant vos postes téléviseurs. Alors, on continue avec notre série de questions. La question suivante serait de savoir, de par vos projets d'entrepreneur, étant que jeune entrepreneur, vous visez justement pour une bonne génération consciente, une génération ambitieuse, si vous voulez bien entreprendre quelque chose. Alors, où est venue l'initiative, étant que jeune qui veut aider à tout prix la jeunesse africaine? Où est venue l'idée de l'entrepreneuriat? Je suis quelqu'un qui paraît très stoïque en apparence, mais j'ai un esprit qui bouillonne toujours. Je veux mieux comprendre les choses, pourquoi telle chose fonctionne ainsi. Ça, it's so amazing. Exactly. I like it. Exactly. So it's all about, c'est tout à propos de la curiosité, avoir une curiosité intellectuelle, avoir l'envie d'aider les autres. Comme je le disais tantôt, on est plein de jeunes, nous sommes formés, mais après la formation, on réalise que au niveau du monde professionnel, il n'y a pas d'emploi. Pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut entreprendre, il faut faire des choses pour aider les autres diplômés. Donc, c'est en ce sens que j'entreprends dans le domaine de l'agriculture. Parce que quand même, quand vous étudiez tous les pays africains, la plupart des économies sont basées sur l'agriculture. Donc, je me base sur l'agriculture pour faire rayonner l'Afrique. Et à travers ça, je tire avec moi plein d'autres jeunes qui sont formés, qui n'ont pas d'emploi. Je ne me positionne pas en tant que chef, mais nous collaborons ensemble. Comment est-ce que nous pourrons, à travers moi, ils pourront aider aussi d'autres personnes. C'est ça aussi un leader. C'est former quelqu'un d'autre qui pourra former d'autres générations. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Alors, restons toujours dans ces domaines d'entrepreneuriat. Alors, vous venez de nous dire que vous avez créé, vous et les autres jeunes, c'est quoi l'agriculture? D'abord, avec les premiers produits, nous avons entrepris dans la ville de Butare, qui est une ville ici au Rwanda, où c'est une ville agricole. Nous avons entrepris de mettre des produits en terre là-bas. J'aime bien la prononciation kenyarwandaise, imiteja, qui est l'haricot vert. Et après ça, nous avons des tomates et plein d'autres produits que nous mettons en terre. Et bientôt, nous allons commencer à les vendre sur le marché. Et ça crée de l'emploi pour les jeunes. Oui. Alors, par rapport à la rentabilité, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que ce que vous faites, comme l'agriculture, puisse avoir une bonne rentabilité au niveau national? Très belle question, très belle question. Merci, c'est mon domaine de toutes les façons, merci quand même. Donc déjà nous visitons le ministère de l'Agriculture au niveau du Rwanda, et je compte partout dans les pays où je participerai, tous les domaines qui fonctionnent, je compte visiter les différents ministères afin de débattre quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour améliorer ces différents secteurs. Donc au niveau ici, je suis déjà passé au ministère de l'Agriculture du Rwanda, pour parler un peu des policies, parce que je prévois à long terme de faire des trades avec les différents pays, parce que je suis diplômé en International Business and Trade. Donc je prévois faire des trading, c'est-à-dire de mes produits avec les différents pays frontaliers et même ceux de certains pays de l'Europe. Donc d'abord, on discute d'abord des policies, c'est-à-dire les règles en vigueur au niveau de l'agriculture, quelles sont les règles qu'on doit suivre pour exporter nos différents produits à l'extérieur. Donc il y a d'abord des discussions à ce niveau. Après ça, maintenant, nous discutons en fait comment est-ce que nous pouvons faciliter l'accès des produits à nos différentes clientèles au niveau national, au niveau du territoire national. Et à la suite, nous parlons encore des infrastructures, comment améliorer les infrastructures. Mais je suis très heureux et je félicite ici le leadership de notre président, son Excellence M. Paul Kagame, qui fait rayonner le Rwanda en termes de sécurité, en termes d'infrastructures, en termes de leadership. C'est un homme à forte vision. Et ici, je le félicite pour ça. Et avec eux, c'est ton idole de toutes les façons. C'est ton idole de toutes les façons. Exactement. Ouais. Avec eux, les discussions sont très fluides et c'est ce que j'aime bien avec le Rwanda. Nous ne connaissons pas de corruption. On vous dit une chose aujourd'hui, quand on vient demain, c'est la même chose, ça ne change pas tant que ce n'est pas une décision qui... C'est pas comme dans d'autres pays d'Afrique. Exactement. Quand vous venez, on vous dit, bon,
tel dossier coûte 1000 francs aujourd'hui, demain quand vous venez après, c'est 2000 francs, oui. Finalement, vous ne savez plus où vous allez vous retrouver. Mais ce qui est bien avec le Rwanda et puis l'agriculture au niveau du Rwanda, c'est que les textes sont là et c'est textueux. Quand vous venez, on vous expose les steaks et puis ensemble vous discutez et puis les discussions sont très fluides. Donc c'est à féliciter. D'accord. Et tant qu'un Ivoirien, que pensez-vous de certains Ivoiriens qui nous suivent en ce moment, qui viennent d'être informés de votre part que non, vous êtes en train d'entreprendre ici au Rwanda, même si vous êtes un international leadership, vous êtes par exemple, je ne sais pas trop. Alors, quelle impression ils auront quand ils vont découvrir ou bien ils découvrent que vous êtes là pour entreprendre ici au pays des mille collines au lieu d'aller entreprendre au pays cher de vos origines? D'abord, il faut dire que le Rwanda, il est assez en avance sur la Côte d'Ivoire, comme je le disais, tantôt en termes de leadership. Donc, je suis venu me faire former afin d'aller former ceux avec qui j'aurai à entreprendre au pays. Donc, je n'ai pas du tout oublié la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas du tout oublié la Côte d'Ivoire, mais pour le moment, je compte entreprendre ici au Rwanda. Et avec les acquis que j'aurai ici, je prévois aller implémenter ça en Côte d'Ivoire. Sinon, je n'oublie pas la Côte d'Ivoire. Ça va, merci. La nation reste la nation. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on continue avec notre série de questions. La question suivante serait de savoir, avez-vous un travail? Une petite question de curiosité. Et si oui, ou une entreprise peut-être, en se basant sur les leadership. On reste toujours dans, parce que c'est notre thématique d'étudier le leadership, quels sont les processus pour vous en cas de faillite à prendre une décision? Si vous avez un travail, vous allez d'abord répondre à cette question, oui ou non. Et puis, si vous avez une entreprise, ou bien vous avez plusieurs entreprises, on ne sait pas trop, vous êtes quelqu'un qui a l'esprit créatif, alors vous allez essayer un petit peu de nous expliciter par rapport à ces points. Et si, en se basant sur les leaderships, alors, quels sont les processus pour vous en cas de faillite de votre entreprise ou bien de votre travail à prendre une décision quelconque? Merci pour cette question. Donc, le premier volet, c'est d'abord de savoir si j'ai un travail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, la question est en deux volets. Le premier volet, à savoir si j'ai un travail. Et puis, le deuxième volet serait de savoir si réellement vous avez deux entreprises ou bien une entreprise. Quels sont les processus que vous mettez toujours en marche pour prendre une décision quelconque en cas de faillite ou en cas de réussite? Voilà, là j'essaie un peu de m'expliciter en fait que vous puissiez mieux comprendre ma petite question. Super. Donc au niveau de l'emploi, j'ai plusieurs, je ne vais pas dire boulot, mais c'est des travaux que j'ai fait en termes d'aide. Après, bon, si vous me rémunérez, c'est ça. Après, si vous ne me rémunérez pas, c'est ça aussi également. Mais en termes d'aide, j'apporte toujours mon aide aux différentes entreprises africaines. Et après ça, je ne veux pas avoir un patron. Je suis quelqu'un, j'aime pas avoir quelqu'un qui me dit bon, tu dois faire telle chose aujourd'hui, c'est à telle heure. Parce que même au niveau de mes propres entreprises, je ne m'impose pas en tant que patron. Je travaille avec les autres en tant que des semblables. Donc tu travailles en équipe. Exactement. Maintenant, peut-être si c'est prendre le lead pour dire bon, on va faire telle chose, là je peux me permettre de prendre le lead. Mais pour imposer une chose à telle personne, c'est quelque chose que je n'aime pas et que je ne souhaite pas faire dans l'avenir. Merci beaucoup. Donc j'ai plusieurs entreprises qui me contactent. Ça prouve à suffisance que vous avez de la pudeur. Si vous ne prenez pas de telles décisions, si vous n'êtes pas là pour obliger quelqu'un à faire ça, bon, ça veut dire que vous avez de la pudeur. Et c'est une bonne chose déjà. Quelque part, c'est un bon sens aussi partagé. Merci bien. Donc, à la suite de ça, comme je le disais, je ne veux pas avoir de patron, mais quand même, j'ai des entreprises où j'apporte mon expertise. À la suite, j'entreprends. Comme je dis, je ne veux pas avoir de patron. Quand on ne veut pas avoir de patron, on ne veut pas faire telle chose, il faut apporter une solution à ça. Donc, à côté de ça, j'ai mon petit entrepreneuriat que je fais avec ma propre entreprise que je monte ici. Je compte monter certaines d'autres en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique parce que nous voulons contribuer au... Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Tout à fait. Et je devais même y être pendant cette période, mais compte tenu de certains aléas, nous avons dû reporter ça à une date ultérieure. Donc, si je comprends bien votre entreprise, vous avez beaucoup de chats à fouetter ces derniers temps. Comme des projets à long terme, vous voulez bien
vous voulez bien vous produire partout en Afrique, et sur toutes les terres africaines, c'est une bonne chose. Alors, que pensez-vous justement de l'Afrique de l'Ouest? Avez-vous une idée pour l'Afrique de l'Ouest pour aller faire un projet, réaliser un projet pour aider? Parce que parmi les pays africains qui sont tellement tapés par la pauvreté, y compris aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest, alors j'aimerais bien voir, parce que nous sommes suivis en Afrique de l'Ouest grâce à vos décodeurs de Canal Sat, alors ils aimeraient bien, parce que vous êtes quelqu'un qui a un avenir prometteur, bien évidemment, par rapport à tout ce dont vous êtes en train de dégager, par rapport à toutes les questions qu'on est en train de vous poser, les gens comprennent bien qu'il y a quelque chose dans vous. Alors ils aimeraient bien savoir si un jour aussi ils en profiteront de ce que vous avez comme potentialité. Alors, un petit éclaircissement par rapport à ça. Un projet pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, parce que là, vous êtes en train d'abord d'entreprendre en Afrique de l'Est. Exactement. Parce que le Rwanda fait partie de l'Afrique de l'Est. Alors, par rapport à l'Afrique centrale. Et là, du coup, vous venez de me dire que vous avez eu un projet, mais vous avez un petit peu reporté suite aux aléas qui se sont produits. Alors, on aimerait bien savoir si en Afrique de l'Ouest, il y a un truc qui se prépare. Je vais dire ici que c'est une très belle thématique que vous abordez là. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, j'ai plusieurs projets, mais comme je le disais, l'Afrique de l'Ouest est plus gangrénée par différents problèmes. Tels que, oui, il faut le dire sans avoir honte. Il faut le dire. Je vais encore ajouter ici une philosophie qui dit quoi, tout peuple qui veut se développer, il doit avoir sa propre monnaie, sa propre culture. Ça, je l'ai vu quelque part. Son propre langage. Oui. Je vais dire quelque part sa propre religion, mais sa propre spiritualité. Et ici au Rwanda, nous constatons que le Rwanda a sa culture. Quand vous passez dans les rues, les gars parlent du Kenya-Rwanda. Quelque part, quand on est étranger, c'est un peu difficile, mais c'est quelque chose qu'on doit inculquer au niveau de l'Afrique. Parce que je sais que c'est le seul pays qui a une seule langue. Exactement. En Afrique, bien évidemment, une seule langue, une seule monnaie, je peux le dire aussi. Et quoi d'autre? Peut-être que la religion n'est pas la seule, mais on dirait que c'est un pays qui respecte vraiment cette philosophie que vous venez de dégager là-bas. Exactement. Oui, le Rwanda a sa propre langue et il a sa propre monnaie et vice-versa. Alors, une très bonne gouvernance également. Oui, une très bonne gouvernance. Donc, quelque part, il y a plein de projets, non pas seulement pour une localité de l'Afrique, mais pour toute l'Afrique entière. Ah, ouais. J'ai une très grande vision pour toute l'Afrique entière. C'est que nos différents peuples doivent revenir à eux-mêmes, pouvoir constituer nos différents problèmes et apporter des solutions à ça. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs projets, mais le problème, c'est la mauvaise gouvernance. La monnaie, c'est encore le franc CFA. Il y a encore des discussions ou bien des débats au niveau de savoir si nous allons utiliser l'éco ou bien le franc CFA. Nos différents présidents se rendent encore à l'Élysée. C'est plein d'autres sujets qu'on doit aborder. Donc, d'abord, il faudrait que tous ces projets puissent se résoudre, toutes ces situations puissent se résoudre, afin qu'on puisse maintenant implémenter nos solutions. Parce que, imaginez-vous, je décide d'implémenter mon projet aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il y a la corruption qui est là. Quand il y a les élections, c'est tout dans les crises post-électorales, une crise. Après ça, il y a la monnaie. Imaginez que j'implémente mon projet aujourd'hui et demain on décide de changer la monnaie en éco. Il va falloir encore retrouver des papiers, il va falloir encore ça demande beaucoup de structures. Donc le Rwanda, pour le moment, moi je me sens à l'aise au Rwanda, c'est encore stable. Ouais. Je vais m'appuyer sur le Rwanda pour développer l'Afrique de l'Est. À la suite de ça, on va voir en Afrique de l'Ouest après, peut-être entre le Ghana ou bien le Nigeria, quel pays sera le plus stable pour s'appuyer là-dessus, pour voir comment est-ce qu'on pourra faire rayonner les autres. Parce qu'il faut être dans une situation stable pour faire rayonner les autres. Ouais, pas être dans un pays profondément attristé, comme je peux dire. Bon, alors, peut-être l'avant-dernière question avant de prendre la rubrique le défi. Nous avons une rubrique qui est intitulée tout simplement comment encore les 3 temps. Nous avons une rubrique, ce seront les défis. Ça sera pour les cas de défis de cette émission. Alors, la dernière question dans cette rubrique, que pensez-vous de la culture rwandaise? Que pensez-vous de la culture rwandaise et qu'est-ce qui vous impressionne trop au pays cher de son Excellence, M. Paul Kagame?
Je vais dire que le Rwanda a une très 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 belle culture et quelque part qui se rattache un peu à... Parce que nous sommes quand même quelque part des peuples bantous. Ouais. Partout où on passe, l'Afrique a une même identité. Bien évidemment. Parfois, je me reconnais même dans la culture rwandaise. Ah bon? Tu te à retrouves travers facilement. le peuple mandingue, dont mes ancêtres sont d'origine. Et ils ont migré de partout, un peu des différentes contrées de l'Afrique de l'Ouest, migré un peu en Côte d'Ivoire. Ils ont créé ainsi la Côte d'Ivoire. Donc je me retrouve quand même dans la culture rwandaise, avec le bœuf qui est, comment on dit ça, qui est un symbole, qui est un symbole de cette culture. Moi, j'étais élevé des bœufs avant, j'ai élevé des bœufs. J'ai pas honte de le dire parce que quand même, je suis très fier de là où je viens. Et après ça, il faut dire que le Rwanda, il a une très belle culture. Ils sont très rattachés à cette culture que j'aime bien aussi. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Ouais. Alors, donc vous êtes impressionné par la culture rwandaise, vu que ça fait partie justement de vos progénitures, quoi. Je sais pas trop. Alors, prenons alors la deuxième rubrique de cette émission. Nous venons définir toute une tasse de questions. Alors, tu es prêt? Je vais dire oui. D'accord. Alors, quelle place la religion tient-elle dans votre vie? La petite question d'abord. Très, très brillant, c'était une question, très belle question. D'abord, je suis né dans une famille musulmane, de père et de mère musulmans, qui est quelque part une religion que nous avons reçue à travers les différentes migrations, je vais dire des compagnons ou bien de ceux qui sont venus après les différents compagnons, je vais dire du prophète de l'islam qui est Mohammed. Paix et salut d'Allah soit sur lui. Donc quelque part, cette religion a été adoptée par mes parents. Mais comme je le dis, je suis quelqu'un de très stoïque, mais j'ai l'esprit toujours en ébouillonnement. Donc très tôt d'abord, j'ai pratiqué cette religion. Et arrivé un moment, je me suis arrêté, je me suis dit non. D'abord, j'ai grandi dans un petit village qu'on appelle Kakuloka, où il n'y avait que cette religion. Soit tu es musulman, soit tu es animiste. Animiste, c'est quoi? Quelqu'un qui ne pratique rien du tout, que ce soit musulman, chrétien ou autre, rien du tout, il est animiste carrément. Il croit à la nature, à l'existence de la nature, mais il ne croit pas à un être suprême. Donc après, j'arrive à Abidjan, c'était en octobre 2005, si je m'en souviens très bien. J'ai grandi à Bingerville, où je constate maintenant qu'il y a une existence d'une religion qu'on appelle la chrétienté. Donc je suis très choqué d'abord. Et c'est de là que vient la réflexion aussi intellectuelle, d'abord être confronté à un choc et quelque part ça vous réveille en fait. Ça vous amène à vous questionner pourquoi ça existe ainsi. Donc j'ai grandi dans une famille où on a les deux religions, les deux religions monothéistes, qui est le christianisme et l'islam. Et au niveau du christianisme, j'ai grandi avec des hommes qui étaient catholiques, évangéliques, mais on vivait en parfaite harmonie. Quand c'est le dimanche, ils vont à l'église. Quand c'est le vendredi, exactement, on va à la mosquée, on faisait nos 5 prières quotidiennes. Arrivé un moment, je me suis arrêté, j'ai dit non, s'il y a deux religions, forcément il y a un qui doit être vrai et un qui doit être faux. S'il existe un seul Dieu, pourquoi il y a deux religions? Pourquoi il y a les diversités, je vais dire, de philosophie au niveau de la religion? Donc là, je me suis acheté une Bible avec mon propre argent, parce que j'ai livré du pain. C'était juste dans les années 2014-2015. J'ai acheté une Bible avec mon propre argent. J'avais déjà le Coran, donc je n'avais pas besoin d'acheter un nouveau Coran. Et j'ai commencé à faire mes fouilles. Donc quelque part, je suis tombé sur un verset biblique qui disait que Dieu ne peut être vu sur terre, mais il peut être vu dans les cieux. Donc ça m'a amené à me questionner, mais Jésus, il a été vu sur terre, n'est-ce pas? Après, on me dit dans la même Bible que Dieu, il ne mange pas, il ne boit pas. Et dans la Bible, on nous dit que Jésus, il donnait du pain. S'il donnait du pain, est-ce que quelque part, il ne mangeait pas? Est-ce qu'il ne buvait pas? Est-ce qu'il ne dormait pas? Donc, d'abord, j'avais rejeté d'abord la religion musulmane, même si c'était la religion de mes parents. Ma mère pratiquement me forçait, elle me dit, il faut prier, il faut prier. J'ai dit, non, mais il ne faut pas prier, parce qu'il faudrait que j'aie ma propre vérité là-dessus.
je suis quelqu'un, j'aime avoir ma propre vérité, j'aime toujours faire la différence. Dans ma famille, presque eux tous ont fait une série scientifique. J'ai eu à faire une série littéraire pour toujours me démarquer. J'aime toujours me démarquer. J'aime pas, comment dire ça, suivre tout le temps. J'aime avoir ma propre vérité. Là, je suis convaincu là-dessus. Je sais pourquoi j'ai choisi. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de revenir à la religion musulmane. Mais je vais en profiter pour raconter une anecdote. Souvent, on me dit, est-ce que la religion que je pratique, elle s'accommode avec le panafricanisme que je veux mener? Ouais, c'est ça. Je dis, je crois en l'existence, parce que les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Croire en l'existence d'un seul Dieu, attester que Mohammed est son prophète, ouais. Faire tes 5 prières quotidiennes, faire le hajj, faire la sadaka, oui, c'est-à-dire la zakat, si tu as les moyens, faire le hajj si tu as également les moyens. Donc, c'est sur ces 5 piliers-là que je me présente. Mais au niveau de la culture, je préserve ma culture africaine. Je crois en l'existence d'un Dieu, même si quelque part d'autres personnes disent que c'est un Dieu arabe, mais moi je ne crois pas que ce soit un Dieu arabe, parce qu'il me dit que c'est un Dieu qui existe pour l'univers, c'est un Dieu de l'univers. Pour tout le monde, que ce soit homme, que ce soit les djinns, que ce soit les êtres vivants comme non vivants, c'est un Dieu unique. Donc c'est que quelque part c'est ce qui m'a attiré en cette philosophie. Mais toutefois je respecte toutes les autres religions. C'est en cela aussi que se résume la vie, c'est toute une philosophie. Avoir une position, mais également respecter la position des autres. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vais en profiter pour dire quelques versets d'une sourate du Coran, qui est la sourate 108, je crois, qui est la sourate Les Mécréants, qui dit Koulia yual kafirun, dit aux mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en toi. Tu n'es pas obligé de croire en moi, je vais t'inviter, mais tu n'es pas obligé de croire. Et ça se termine par là. À toi ta religion, à moi ma religion. Donc, quelque part, ça résume un peu la philosophie. Avoir ta position, et moi j'ai ma position, mais quelque part, on vit en toute harmonie. Donc, c'est en cela que se résume ma philosophie au niveau de la religion. Donc, je crois en la religion de l'islam, mais je ne crois pas en l'arabisation de mon peuple africain. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je suis un peu comme un Malcolm X qui croit en cette unité, mais quand même qui préserve son unité africaine, qui croit en la culture africaine. On doit s'appuyer parce que Dieu n'a pas créé un peuple esclave d'un autre peuple. Ouais, c'est ça. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette philosophie. Merci beaucoup. C'est un honneur, encore une fois de plus, je les signale à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de t'avoir dans ce beau plateau, dans cette émission Connexion Galac, pour tout ce que tu apportes, pour toute cette génération qui nous suit en ce moment, cette génération consciente, ambitieuse et qui veulent justement suivre tes pas. Merci beaucoup, messieurs et dames. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique Les Trois Temps. Nous restons probablement avec quelques peu de minutes avant de clôturer cette translation de Today. Nous sommes suivis de presque partout, messieurs et dames. Nous vous disons merci beaucoup pour cette fidélité légendaire que vous nécessitez de nous accorder du jour au lendemain. Nous sommes toujours là avec notre invité Siriki Solo, accompagné par le prix Nobel du plus beau sourire dans ce beau cadeau d'Isango Star. Alors, avez-vous des amis et comment les voyez-vous, ces amis? Tout le monde a des amis, bien évidemment, mais particulièrement vous, comment vous voyez vos amis? Ton entourage, quoi? J'ai de nombreux amis de partout dans le monde, que ce soit africain, que ce soit européen. Comme nous avons fait même la première édition, j'ai reçu un prix quand même de l'ex-ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Donc j'ai des amis de partout dans le monde. Maintenant, au niveau, j'ai un cercle restreint d'amis. Ça, c'est des amis intimes qui ne sont même plus des amis, mais qui font partie maintenant même de la famille, qui savent un peu tout de qui est-ce que je suis et quelle est un peu ma vision de la vie. Donc, je salue au passage Oumar Hassan, oui, qui est un confrère tchadien grandi en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien maintenant même naturalisé. Que je salue au passage. Pratiquement, j'ai grandi avec lui, nous avons tout fait ensemble. On marchait ensemble de la maison pour aller au lycée, du lycée à la maison. On a pratiquement fait tout ensemble. Lui, je vais dire, c'est un produit pur, c'est quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis sur mon chemin, mais c'est quelqu'un avec qui on a la même vision. Oh. On a pratiquement la même vision. Souvent, il dit des choses même juste avant qu'il l'ait pensé, ou souvent, je dis des choses avant qu'il l'ait pensé. Donc, quelque part, nos visions coïncident, notre vision de la vie, notre philosophie de la vie coïncide.
Il a fait une série littéraire, une série scientifique pardon, au lycée Garçon de Benjerville. Il est maintenant à l'INPHB de Yamsokro, qui est une école qui a été construite par notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, à qui nous rendons hommage au passage. Que son nom me repose un peu. Après lui, je vais saluer Mbassedou, qui est également un confrère que nous avons pris, que j'ai pris dans le parcours de ma vie au niveau du lycée, et nous avons également vécu dans le même quartier. Lui, c'est sur quelqu'un je compte tout à pour me faire rire en fait. Il doit toujours raconter une petite blague ou quelque chose qui vous fait rire. Quelque part aussi, c'est ça aussi le leadership, avoir quelqu'un pour mener des réflexions intellectuelles, avoir des personnes avec qui vous pouvez blaguer. Et je vais m'incliner, si je peux le dire ainsi, pour saluer au passage Hassan Meïté. Je me souviens très bien, la première fois que je l'ai rencontré, c'était lorsqu'il était encore à l'école primaire. Il était dans une école qu'on appelle Notre-Dame de la Paix de Benjerville, et moi j'étais à l'EPP Santé, qui est également une école de Benjerville. Et nous avons mené un concours de génie en herbe. Pour la première fois de mon parcours scolaire, c'était ma première défaite lors d'un concours. C'était ma première défaite lors d'un concours, et c'est quelqu'un, c'est un grand intellectuel. C'est un grand intellectuel. Je manque même des mots pour qualifier son sens de leadership. Et quelque part, je suis ici, je vais dire grâce à lui, parce que d'abord, quand il est parti, c'est un leader. Parce que lui, quand il va découvrir une chose, quand c'est bon, il attire de telle sorte que d'autres personnes puissent le rejoindre, ou bien d'autres personnes puissent venir également. Donc, d'abord, aller vérifier la chose, si c'est une bonne chose, et inviter d'autres personnes. C'est en ce sens que se résume aussi quelque part son sens de leadership. Donc d'abord il allait en Afrique du Sud et il m'avait dit non, d'appliquer, parce qu'à ce moment il gérait une cabine téléphonique au quartier, devant juste leur maison, et il m'a vu une fois, nous étions en train de discuter, et c'est la première fois que j'ai eu à prononcer le mot leadership dans ma bouche. Oui. Tu gardes toujours tous ces souvenirs. Exactement. C'est wow. Exactement. Donc il m'a offert, comment dire ça, un poste de publicité d'une école en Afrique du Sud qui parlait du leadership. Et j'ai appliqué. Après on m'avait dit qu'on n'avait pas besoin de bac. Si je partais là-bas, je devais faire une pré-année université avant d'aller à l'université. Donc j'ai trouvé que c'était un peu trop long et j'ai préféré l'université. Et le jour où j'ai appliqué pour venir à cette université du Rwanda, je me souviens, il m'a prêté son ordinateur, il m'a prêté son Wi-Fi, pratiquement tout quoi. Wow. Donc j'ai appliqué pratiquement avec son ordinateur, son Wi-Fi et tout. C'est quelqu'un que je remercie au passage, comme le disait aussi l'écrivain Amadou Cheikh Ampateba. Il disait au niveau de l'Afrique, lorsqu'on exprime une reconnaissance à un être humain, c'est pas non seulement cet être humain. Cet être humain n'est que une visibilité des générations qui l'ont précédé. Donc je vais dire, s'il est là aujourd'hui, c'est quand même parce que des hommes ont existé avant lui, qui ont porté leurs prières pour qu'il soit là. Et c'est des hommes qui porteront des prières également pour que les futures générations après lui soient là. Donc je salue au passage tous nos parents qui ont eu à nous éduquer. Je pense ici à la famille Meïté en général. Et j'oublie de saluer également son grand frère qui est Fétégué Meïté. Je vais dire, lui, il incarne un leadership, je vais dire, au niveau spirituel. Tout ce qui concerne les questions religieuses, tu lui poses les questions, il va te répondre. Mais il est également calé il est également, je vais dire, très instruit et très perspicace dans plein d'autres domaines. Donc c'est avec ce cercle un peu restreint que je mène un peu ma petite vie. C'est avec eux que j'écoute beaucoup, c'est avec eux que je mène mes activités. Je salue au passage la famille Kamraté, Youssouf Kamraté, notre psychologue, la famille Kamraté, la famille Soro, la famille Meïté, la famille Job et toutes les autres familles de la cité Palma, de Benjerville. En Côte d'Ivoire, je vous salue au passage. Merci beaucoup Tonton Soro. Ça a été un plaisir de vous avoir accueilli dans cette émission. Et là, on est à la fin de cette émission. Peut-être les tout derniers mots avant de boucler parce que le temps nous presse. Il est déjà 16h. Waouh. Il faut dire que le temps file dans ces 2 jours. Merci d'abord à vous, monsieur Hamza Djiblou. Oui, merci aussi.
en dehors des caméras, on s'appelle frère. Bien évidemment, on est toujours même, au niveau des caméras, il faut respecter le protocole. Ouais. Donc, grand merci à vous de tout en m'inviter dans votre émission qui est Connexion Grand Lac. Ouais. Je remercie au passage également vos téléspectateurs qui nous suivent de partout un peu dans le monde. En résumé, je salue le grand leadership de M. Brice Samga également, qui est un confrère camerounais résident au Togo. Ouais. Je salue toutes les différentes équipes ou bien toutes les différentes organisations dans lesquelles je milite, comme Unity Congo, qui a été une organisation créée récemment. Ouais. Imuvra Art for Peace, qui est une organisation rwandaise dans laquelle je milite. Les Amis du Livre depuis la Côte d'Ivoire. Parlons Poésie depuis le Sénégal. Et plein d'autres organisations que j'oublie de citer ici. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous sers et nous sommes ensemble. En résumé, c'est un peu ça mon mot. D'accord, merci beaucoup, messieurs et dames. On est à la fin de cette émission. Nous étions de l'autre côté de la belle vitrine par Papa Emmanuel. Alors, derrière les caméras, c'était Tonto Olivier Bagalizi et devant les caméras, nous étions Hamza Djugbo Bina Ramazani et pour les ensembles, le prix Nobel du plus beau sourire accompagné par M. Soro Tanigi. D'accord, on se retrouve très prochainement. Si vous avez raté cette émission, vous allez la suivre demain en intégralité et en exclusivité, mais en mode rediffusion sur Isango Star. Je vous retrouve très prochainement. Restez dans les